Bonjour Jean. Bonjour Richard. Tu nous as parlé lors de notre dernier entretien de la question du doute. Moi, ça m'a surpris, fait beaucoup réfléchir. J'aimerais que tu nous en parles un peu plus, que tu nous précises un peu plus l'utilité et dans les aspects positifs et négatifs peut-être. Je sais pas, je te laisse aller là-dessus. J'aimerais que tu nous en parles plus, quoi. Effectivement, comme on a dit, le doute est la pièce centrale de la démarche scientifique. Et on peut donc utiliser le doute pour invalider, démonter, détruire une théorie. Mais pour ce faire, il faut quand même avoir des arguments, des preuves, ou tout au moins suffisamment de choses pour pouvoir construire quelque chose de remplacement. Ou, si on veut juste détruire, on peut, mais c'est relativement moins important que de détruire et proposer une solution à la place. Ainsi, dans ce sens-là, le doute est un formidable générateur de créativité, car il faut être inventif et créatif pour trouver des arguments pour détruire, mais il faut être aussi inventif et créatif pour proposer des arguments pour construire autre chose. Et par exemple, quand on reprend par rapport à l'astrophysique, comme on avait dit précédemment, notre vision du monde a commencé par être basée sur celle des Grecs, et il a fallu 17 siècles de créativité et de recherche pour qu'on arrive à ce que Copernic finalement prouve et trouve des arguments qui éliminent la théorie selon laquelle tout le système solaire et l'univers tournaient autour de la Terre, et qu'il prouve que le système solaire tournait autour du Soleil et que le reste de l'univers était légèrement différent. Et à l'inverse, plus on émet de critiques et plus les arguments s'expliquent par la théorie, plus la théorie s'en sort renforcée. Et si de génération en génération, on n'arrive pas à trouver d'arguments qui réellement détruisent la théorie, qui ne soient pas expliqués, elle en sort de plus en plus forte. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire vraiment que la théorie est vraie, mais on peut dire qu'elle est temporairement vraie, ou en tout cas, ce qu'on dira, c'est qu'aujourd'hui, elle est considérée comme vraie. Elle est jamais, il n'y a pas de vérité absolue. Par exemple, la théorie d'Einstein, créée dans les années 1930, au fur et à mesure du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, n'a fait qu'être confortée au fur et à mesure des observations qui se sont passées, au fur et à mesure. Mais en fait, le doute chez les scientifiques, est-ce que c'est pas déstabilisant pour eux, pour vous dans votre pratique? Ça pourrait être considéré comme très déstabilisant. Mais comme c'est un formidable générateur de créativité, Ouais. c'est en fait extrêmement rassurant, car c'est ce qui nous a permis, au fur et à mesure, de passer à la limite des instruments qu'on avait du temps de l'âge de bronze, aux technologies qu'on a aujourd'hui, aux connaissances qu'on a aujourd'hui. Et toute cette évolution n'est pratiquement due qu'au doute sur les choses qui existaient avant. La remise en cause des choses qui existaient avant. Je comprends, tu nous parles en général chez les hommes de science, mais toi, est-ce que tu aurais des choses plus particulières à dire dans ta vie à toi? Moi, de manière personnelle, le doute m'a toujours habité, et que ça soit professionnellement ou personnellement dans ma vie, il a toujours eu une place prépondérante. D'une part parce que la philosophie m'intéressait en tant que telle, et que la philosophie est génératrice et se base en grande partie sur le doute, mais d'autre part parce que
Professionnellement, ça peut être par exemple un algorithme, une manière de faire dans un travail qui est scientifiquement validé ou qui a l'air accepté. Et quand on l'applique sur un domaine particulier, ça donne pas les résultats escomptés. Ça peut aussi être, par exemple, une équipe qui travaille pendant un certain nombre d'années pour arriver à un certain objectif et qui arrive dans une impasse. Et la seule issue possible, que ça soit dans le premier cas pour un algorithme ou que ça soit dans le deuxième cas pour une équipe qui arrive à une impasse, c'est de remettre en cause soit la manière de faire, soit la manière d'analyser les choses, soit la solution qu'on a trouvée. Et de la même manière, dans la vie de tous les jours, je suis un citoyen comme tout le monde. Oui. Et il m'arrive de voir, par exemple, des recommandations alimentaires. Il y a une quinzaine d'années, à propos du lait, on nous disait de boire du lait pour lutter contre l'ostéoporose. Après, on nous a dit, des années après, de ne pas trop en boire parce que c'était mauvais pour la digestion. Pareil pour le café, on nous a dit que c'était bon pour la mémoire, mais après on nous a dit que c'était mauvais pour le cœur. Mm-hmm. Et tout ceci est basé sur des études scientifiques. Ou en tout cas, on nous les présente comme telles. Ouais. Donc, on peut se poser la question, avec tout ce qu'on a dit précédemment sur la science et sur la démarche scientifique, comment se fait-il que ces résultats soi-disant scientifiques soient remis en cause régulièrement c'est une bonne question. Et ne soient pas une vérité? Mais la réponse à cette question oui. est assez compliquée. J'aimerais bien l'entendre. Et je pense qu'on la développera dans le prochain entretien. Ah, d'accord. On se prépare un autre moment pour ce faire. J'ai bien hâte de t'entendre t'expliquer là-dessus. Alors, je te remercie beaucoup de tes précieuses informations et connaissances. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.